Eh bien, merci beaucoup. Et donc, je voudrais commencer par remercier les organisateurs pour m'avoir invité dans ce colloque. C'est doit être la 4e ou 5e fois que je viens et j'apprécie toujours les thèmes et les discussions. Et aussi, comme on disait, toute l'équipe technique a réussi à mettre tout ça en ligne et qu'on puisse vraiment bien discuter de tous ces thèmes. Donc, comme il a été indiqué, je vais vous parler des émissions anthropiques et des impacts sur la pollution atmosphérique, mais je vais surtout parler donc de toute la pollution en général. Et mon collègue François Dulac, qui est ici, va vous parler beaucoup plus en détail de ce qui se passe en Méditerranée. Alors, comment on change comme ça, je crois? Ah, il faut le mettre en route d'abord, ça peut aider. Voilà. Voilà, c'est bon. Donc, d'abord, la pollution. Pourquoi est-ce qu'on s'y intéresse? C'est que la pollution de l'air, c'est ce qu'on appelle un tueur silencieux. C'est ce qu'indique l'Organisation mondiale de la santé, donc l'OMS, car chaque année, environ 7 millions de personnes meurent à cause de la pollution de l'air. Donc c'est quelque chose qui est très peu connu, mais c'est un problème très très important pour la santé publique. Et donc je vais vous parler un peu plus en détail de tous ces problèmes. Déjà, d'ailleurs, c'est pas un problème, c'est pas très récent, déjà à l'époque des cow-boys. Donc ça, c'est une pub de Lucky Luke qui nous dit « Ouh là là, il y a beaucoup de morts là, ça doit être assez malsain ». Et d'ailleurs, c'est sur une page que j'ai prise sur le site web de mon collègue Daniel Jacob, qui est professeur à Harvard, mais qui est tout aussi français que nous, et qui a mis tout un tas de différentes BD sur le climat et la pollution dans son site. Donc c'est très, très rigolo, allez voir ça. Enfin, plus sérieusement, il y a eu de nombreux épisodes de pollution dans le passé. En particulier, le plus connu, c'est celui de Londres dans les années 50, avec plus de 4000 morts et plus de 100 000 malades. Mais il y a eu aussi d'autres passages dans la Meuse, aux US, en Malaisie, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui tue les gens, qui n'est pas du tout dit vraiment en disant « Oh là là, il va y avoir la pollution ». On parle beaucoup de maladies qui tuent les gens tout de suite, mais la pollution tue les gens à petit feu, donc c'est beaucoup moins connu. Et donc, à l'heure actuelle, ce n'est pas du tout un problème qui n'existe pas, c'est vraiment très commun. Et ce qui est intéressant, c'est que dans certains endroits, ça c'est en Asie, pour que les gens puissent prendre des jolies photos, comme ici, eh bien, on met ça c'est ce qu'on voit vraiment derrière, là, tout complètement pollué. Et donc, on met des photos avec un ciel bleu devant pour que les gens puissent prendre des photos. Donc, ça prouve vraiment que c'est partout, partout. Donc, il faut vraiment regarder d'où ça vient. Alors, première remarque, d'abord, hier, vous avez entendu parler beaucoup du changement climatique. Et moi, je vais vous parler de la pollution. C'est un peu lié, même beaucoup lié, mais ce n'est pas la même chose. Donc, le changement climatique, par exemple, c'est produit par ce qu'on appelle les gaz à effet de serre, principalement le gaz carbonique, donc, comme vous avez entendu parler. La pollution, c'est produit par les émissions de polluants. Je vais vous en parler. Les gaz à effet de serre, c'est une durée de vie très longue. Ça veut dire qu'une fois qu'ils sont émis, ils restent dans l'atmosphère une centaine d'années, si pas plus. Et donc, ils peuvent atteindre tous les endroits de la Terre. La pollution, c'est plutôt régional. La majorité d'espèces, je dis bien la majorité, sont des espèces à courte durée de vie. Donc, c'est plus régional. Donc, l'impact climat, c'est plutôt un impact global. L'impact de la pollution, c'est un impact plutôt régional, mais avec un effet direct sur la santé. L'impact sur la santé du changement climatique, c'est surtout sur l'accroissement de la température, qui peut vraiment avoir des problèmes de santé, mais l'impact de la pollution, c'est autre chose, et je vais vous en parler. Et aussi, le problème de la pollution, c'est un impact direct sur la végétation. Donc, comme je vous disais, c'est fortement lié. Je ne vais pas rentrer vraiment dans tous les détails, c'est plutôt compliqué, mais il faut voir que c'est quand même deux phénomènes assez différents qui ont beaucoup de relations. Ah oui, ok, d'accord. Comme ça, c'est mieux. Voilà. Donc, d'abord, quels sont les composés de l'atmosphère responsables de la pollution? Donc, un petit peu de chimie, pas beaucoup, vous inquiétez pas. Donc, quels sont ces composés? Donc, d'abord, bon, alors j'ai mis la formule chimique avec des petites boules, là. Mais enfin, bon, en gros, il y a le monoxyde de carbone, les oxydes d'azote, très importants, NO, NO2, l'ammoniac, le dioxyde de soufre, le méthane. Alors, le méthane, c'est intéressant parce que vous avez entendu hier parler du méthane. Le méthane, c'est aussi un gaz à effet de serre, qui est aussi un polluant. Les composés organiques volatiles, alors j'en ai mis quelques formules là, mais il y en a des centaines et des centaines.
Et aussi les particules, je pense que François en parlera encore plus que moi, donc des sulfates, des nitrates, des poussières, enfin tout ça c'est un exemple de particules, carbone suie, carbone organique, enfin il y a tout un tas de particules. Et l'ozone qui est aussi quelque chose d'intéressant parce que l'ozone n'est pas émis à la surface, contrairement à tous les autres. C'est un gaz qui est produit par chimie, mais c'est aussi un gaz à effet de serre. Donc vous voyez déjà, tout ça commence à être extrêmement compliqué, mais c'est ça qu'on va regarder un peu plus en détail. Et en particulier, le cas particulier de l'ozone. Alors l'ozone, c'est extrêmement compliqué. Pourquoi on en parle? Parce qu'au niveau de la santé et de la végétation, c'est très important. Mais ce n'est pas produit de façon très simple. Il faut avoir soit du méthane, soit des composés organiques volatiles, donc qui sont produits par différents processus, je vous en parlerai plus tard aussi. Aussi du monoxyde de carbone. Il faut du soleil, il faut des oxydes d'azote. Tout ça, ça fait une chimie très compliquée et ça crée de l'ozone. Donc l'ozone, contrairement à tous les autres qui sont produits par différentes activités, l'ozone c'est important, mais c'est aussi produit par tous les autres, y compris le méthane qui est un gaz à effet de serre. Donc vous voyez, c'est un peu compliqué, mais on va s'y retrouver. Donc, alors d'abord, comment observe-t-on la pollution? Parce que c'est bien de dire qu'il y a de la pollution. Ben, comment on l'observe? On mesure la concentration des polluants dans l'air. Alors comment on fait ça? Je ne vais pas rentrer dans tous les détails des systèmes de mesure, mais il y en a énormément. Il y a d'abord des mesures au sol, donc on met des capteurs un peu partout. On a aussi des grosses boîtes comme dans le camion ici. Hop, ça ne marche pas vraiment ce truc. Ben si, mais je ne sais pas où il est. Enfin bref, il y a des grands blocs avec un tas d'instruments. On peut aussi embarquer des systèmes dans des avions. On fait des trous dans les avions et puis on met des systèmes qui récupèrent l'air dehors et qui les analysent. Et alors, ça, c'est un exemple ici. Par exemple, on voit que dans toutes les villes de France, en haut, c'est Paris, à droite, Toulouse, en bas, c'est Montpellier. Et on voit qu'on a des instruments de mesure partout en France. Vous en verrez peut-être quand vous promenez dans les villes. Ça se voit assez bien. Et il y a des capteurs absolument partout. Et alors, il y a un projet qui est surtout géré à Toulouse, qui est un projet qui s'appelle IAGOS. C'est l'embarquement dans des avions. Alors, c'est tous des Airbus. Deux systèmes, alors on voit un système de mesure ici, donc on fait des trous dans l'avion, Airbus est tout à fait d'accord, évidemment c'est un projet qui est fait avec Airbus, on fait des petits trous comme ça dans la carlingue, on récupère l'air qui dort, on l'analyse en ligne, et on voit comme ça les concentrations des différents polluants dans les aéroports et en vol. Et un grand nombre de compagnies aériennes qui sont ici en bas participent à cette activité, et on voit pour l'instant on a 70 000 vols qui ont été faits, et donc l'analyse, évidemment, de toutes les observations qui sont faites. Donc ça, c'est très bien parce que ça permet d'aller dans des endroits comme, par exemple, l'Afrique, qui est très bien, où on a beaucoup de vols, ou l'Amérique latine, où les pays sont beaucoup moins équipés que les nôtres pour mesurer au sol les polluants. Alors, depuis quelque temps aussi, on a des satellites. Donc ça, c'est 2 satellites européens, oui, qui mesurent donc depuis l'espace, qui mesure la pollution. Alors, tout ne peut pas être mesuré par satellite, certaines espèces seulement, mais on fait de plus en plus de progrès. Et je vais vous montrer, par exemple, une observation qui est faite par un satellite qui s'appelle Tropomi. Et donc, on voit, par exemple, ici, c'est le dioxyde d'azote, NO2, et on voit vraiment très bien par satellite les endroits les plus pollués, bon, l'Europe et toute l'Europe du Nord, l'Asie, l'Afrique, les États-Unis, etc. Et si on fait un zoom sur l'Europe, par exemple, j'ai mis la date, oui, en avril 2018, quelque chose qui est intéressant, et je vais revenir dessus plus tard, on voit très bien les lignes de bateaux, ici, très très bien, partout, et on voit quand même donc, les valeurs en bleu ciel, on voit que finalement, il y en a partout, d'oxyde d'azote. Donc la pollution, même si en Europe, elle est vraiment, pour le dioxyde d'azote, elle est vraiment sur la Belgique, l'Angleterre, etc. Mais on voit quand même très bien les grands centres urbains. On voit Toulouse ici, on voit Barcelone. Je reviendrai hier sur Barcelone, Marseille. Et on voit l'endroit le plus pollué, on dit souvent en Europe, c'est la vallée du Pô, ici, autour de Turin, etc. Mais on voit très bien par satellite tout ceci. Le problème de ces satellites, que je viens de vous montrer, c'est que c'est des satellites qu'on appelle des filmants, c'est-à-dire qu'ils ne regardent pas toujours au même endroit. Enfin, il leur faut à peu près, ça dépend entre 1 et 6 jours pour faire tout le tour et revenir le premier point. Donc il faut quand même un certain temps pour faire une mesure. Et depuis 2020, on a la chance d'avoir
2 satellites, ce qu'on appelle géostationnaires. Ils sont à 36 000 km d'altitude, donc ils coûtent très cher parce qu'il faut les envoyer là-haut. Et pour l'instant, on a le premier qui est GEMS, qui est sur l'Asie, qui mesure vraiment, alors là, c'est toutes les heures, pendant le jour, parce qu'il ne voit rien pendant la nuit. Toutes les heures, pendant le jour, il mesure depuis 2020 tout ce qui se passe en Asie. Le satellite Tempo, enfin l'instrument Tempo, a été lancé en 2023. Celui-là, il voit tout ce qui se passe dans cette zone-là depuis 2023. Et on espère que le mois prochain, Sentinel-4, qui est un satellite européen, va être lancé. Et on pourra voir exactement la même chose sur l'Europe. Donc, normalement, en juillet, à partir de juillet, on verra les 3 continents, disons, dans lesquels la pollution est quand même un peu concentrée, et on verra ça toutes les heures. On aura une carte de toutes les heures, et avec très haute résolution, donc vraiment tous les détails qui seront disponibles pour tout le monde. Alors ça, c'est possible pour l'instant, uniquement une espèce qui s'appelle NO2, donc le dioxyde d'azote. Alors, avec tout ça, toutes ces mesures, qu'est-ce qu'on fait? On met tout ensemble, et il y a un site qui est très bien, qui s'appelle aqicn.org, qui est géré par des Chinois. Et on peut avoir en tout moment, donc ça j'ai fait ça le 22, donc il y a 2 jours, on peut voir en tout moment, en tous les endroits où on peut avoir des résultats. Ils utilisent aussi un peu des données satellites, mais c'est surtout les données au sol. Ils mettent ça sur un site, et on peut zoomer comme on veut. Vous voyez en haut, il y a toutes les régions, etc. On peut zoomer, et j'ai fait un zoom vraiment sur la France. Alors en ce moment, ce n'est pas très pollué. On voit par exemple, donc quand c'est jaune, c'est un peu moins propre que quand c'est vert, et on voit les zones, les doses, les concentrations moyennes. Alors ça, c'est un indice de qualité de l'air. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est expliqué sur le site comment, en mettant tous les polluants ensemble, on arrive à avoir un indice de propreté ou que ce n'est pas très propre, quoi. Mais si on regarde par exemple dans celui-là, on voit par exemple ici où il y a des grands feux dans tout le nord des États-Unis et du Canada, et on voit par exemple des valeurs extrêmement élevées. Et alors en Asie, bon, c'est toujours élevé, surtout en Inde, on voit du violet, et violet, c'est vraiment pas très propre. Donc voilà, donc ça c'est ce qu'on fait avec toutes ces mesures. Et alors au niveau régional, on peut aussi avoir toutes les données de la région Occitanie. Donc je vous ai mis le site là-haut, c'est Atmo Occitanie. Donc, c'est des associations, assez grosses qui rassemblent toutes les données. Et vous voyez aussi le nombre de sites de mesures, etc. Et vous pouvez aller sur le site et vous avez vraiment tous les jours les mesures qui ont été faites. Alors, les conséquences de la pollution, parce que pourquoi on fait tout ça? Parce qu'il y a des conséquences, et aussi comment on essaie de lutter contre ça. Alors, les conséquences, je vous ai déjà parlé au début, mais c'est la mort due à différents problèmes respiratoires, etc. Et on regarde ici, donc c'est les causes, le nombre de morts par différents facteurs de risque. L'unité, c'est des millions d'humains, donc c'est pour chaque année. Alors ça, c'est un article paru en 2024, donc c'est très récent. Et on voit, bon, les 2 premières causes, en général, c'est l'hypertension artérielle qui conduit à de nombreux problèmes cardiaques et la cigarette. Bon, ça, c'est très connu. Mais ce qui est quand même surprenant pour beaucoup de gens, c'est que la 3e cause, c'est la pollution atmosphérique. Donc, je vous disais à peu près 7 millions de morts par an. Et on voit aussi, par exemple, ici, donc la pollution due aux particules. 4 millions de morts par an. La pollution à l'intérieur des maisons, 2,3 millions, etc. Donc, on peut voir vraiment pour toutes les différentes activités, toutes les morts qui existent. Donc, on voit que c'est énorme. Vous avez énormément de campagnes sur ne fumez plus, etc. Mesurez votre tension, prenez des médicaments. Sur la pollution, il y en a vraiment peu. Parce que, pourquoi on l'oublie? Mais c'est parce que aussi, c'est que ces autres, toutes ces maladies, bon, la cigarette, c'est quelque chose de lent, tout le monde le sait. Mais la pollution, c'est vraiment la mort à petit feu, quoi. On commence à avoir des problèmes respiratoires et autres. Et donc, c'est pour ça qu'apparemment, on en parle assez peu. Alors là, c'est une carte de différentes... La diminution d'espérance vie en 2015. Je n'ai pas trouvé de carte plus récente, mais enfin bon, c'est en nombre d'années. Et on voit par exemple la pollution ambiante, ça réduit en moyenne dans tous les pays, surtout en rouge foncé. Mais on voit que nous, on est quand même en orange, donc on n'est pas enfin, c'est aussi assez fort chez nous, c'est à peu près 2 ans. Et donc, on réduit l'espérance de vie des gens à cause de la pollution, de quand même... dans les 2 ans ou quelque chose comme ça en Europe, et c'est même plus fort que la cigarette. Donc, encore une fois, c'est quelque chose de très, très important, et c'est à peu près répandu partout. Si on regarde vraiment les maladies par
les moustiques, etc., c'est vraiment limité, enfin, c'est pas uniquement en Afrique, mais c'est très fort en Afrique, etc. Mais on voit que ça atteint absolument tout le monde. Et alors, comment ça marche? Ben, on regarde un peu, donc si on regarde le corps humain, donc ça, comment la pollution affecte les gens? Ben, par inhalation, donc évidemment, on ne peut pas s'empêcher de respirer. Même si on est dans un endroit où on sait que c'est pollué, on doit respirer, sinon c'est encore pire. On mange, et on avale aussi non seulement ce qu'on mange, mais aussi tout un tas de choses avec, et aussi par le contact avec la peau. On peut avoir aussi, et donc c'est tous ces gaz dont je vous ai déjà parlé, et je vous en reparlerai sur leur origine, qui conduisent à cette pollution. Et alors, si on regarde aussi sur l'ozone particulièrement, et si vous allez, par exemple, dans un endroit très pollué, et ça arrive très souvent, par exemple, moi je vois à chaque fois que je vais en Asie, j'ai un problème avec les yeux. Vous avez les yeux qui piquent, dès que vous sortez dehors, les yeux qui piquent très fort, ça c'est typiquement un problème de pollution, ce n'est pas un problème d'humidité ou quelque chose. Comme dans des endroits très secs, c'est vraiment un problème de pollution. Vous avez une irritation des voies respiratoires, vous commencez à tousser énormément, etc. Et vous pouvez vraiment, il y a une diminution très sensible des capacités respiratoires, et baisse des performances physiques, c'est parce que on a des problèmes respiratoires, etc. Donc, et tout ça peut conduire aussi à de l'emphysème, et donc, tous ces problèmes de gorge, etc. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de problèmes dus à toute cette pollution. Et alors, on peut regarder, on va parler après des sources de toutes ces espèces, mais on voit quand même, on peut déjà dire, par exemple, si on regarde, par exemple, le dioxyde de soufre, on voit qu'il est surtout produit par l'industrie. Et quels sont quand on a trop de soufre, on a beaucoup de maladies respiratoires cardiovasculaires. Et aussi, on oublie souvent de dire, c'est que non seulement c'est la santé humaine, mais aussi la santé de la végétation. Et par exemple, les pluies acides, les monuments, vous avez vu vraiment partout que dans beaucoup de villes, si vous allez à Paris ou dans toutes les grandes villes et tout ça, les monuments, ils ont tendance à noircir très fort. Mais tout ça, ce sont les pluies acides, c'est les dépôts des particules sur les monuments, etc. Donc, les particules, pas la vie respiratoire, mais aussi la visibilité. Quand vous avez vraiment trop de particules dans l'air, on ne voit plus grand-chose, etc. Le dioxyde d'azote, toujours pareil, maladies cardiovasculaires, etc. Et aussi toujours les pluies acides. Le monoxyde de carbone, on en parle beaucoup quand vous avez, par exemple, des poêles défectueux dans les maisons. Alors là, c'est des quantités extrêmement fortes, si vraiment, et donc qui peuvent conduire à la mort directement. Mais sinon, dans l'atmosphère, quand il y en a trop, vous pouvez avoir des maux de tête, de la fatigue, etc. Donc les hydrocarbures, il y en a tellement qu'on ne sait pas trop, mais ils sont aussi, irritent les yeux, la peau. Et alors, certains sont cancérigènes, beaucoup d'études sont faites dessus. C'est encore très difficile de savoir quelles sont les causes, parce que, toujours pareil, ça attaque les gens, mais sur le long terme, donc il faut vraiment savoir avoir une relation entre la cause et l'effet. Et l'ozone, j'en ai déjà parlé. Donc on voit à peu près tous ces effets. Et alors, pour tout ce qui est particules, tout dépend aussi de la taille. Donc là, je vous ai mis, c'est un dessin, je ne sais plus où je l'ai pris, je n'ai pas mis la source, mais enfin bon, c'est un dessin qui monte suivant la taille. Donc si on part des plus grosses, là, 10 mm qui sont tout à fait à droite, la taille d'une fourmi, quoi, si on veut. Donc après, on a le millimètre. Le cheveu, c'est à peu près dans les 100 microns. Et après, on commence à descendre à la taille de 10 microns. Et là, on arrive à ce qu'on appelle PM10, PM2.5. Donc ça, c'est les particules qui sont incluses dans les politiques de l'environnement. Après, on a des tailles encore plus petites, PM1. Donc ça veut dire que le diamètre de la particule, c'est 1 micron. Donc 1 millionième de 10-6, enfin 1 micromètre. Et après, on a aussi 0,1, la taille des virus. Et après, on a des tailles encore plus petites, les nanomètres, et on a les nanoparticules. Donc, en général, on appelle en dessous de 0,1 micron les ultra-fines, après les submicrons et les particules fines, et les particules grossières qui sont autour entre 2,5 et 10 microns de taille. Et on voit, par exemple, ça parle un peu plus, on voit la taille d'un cheveu. Donc, le cheveu, c'est le gros truc ici, si j'arrive à... Voilà. Ça, c'est un cheveu ici, hein. Donc PM10, donc ce qui est régulé, on voit comme la poussière, le pollen, etc., c'est à peu près du 10 microns, donc la taille d'un cheveu. Et les plus petits encore, c'est 2,5 microns. Et on voit par exemple la taille d'un grain de sable,
c'est à peu près 90 microns. Donc ça vous donne une petite idée de la taille de toutes ces particules, évidemment invisibles à l'œil, mais qui vous donne un peu une idée de la taille. Alors pourquoi je parle de ça? C'est parce que l'impact sur l'appareil cardio-respiratoire dépend de la taille. Donc si vous avez des particules de 10 microns, elles restent à peu près en haut. Elles vont jusqu'à à peu près la trachée, etc. Mais elles ne vont pas très profond. Si des 2,5 microns, c'est des particules fines, elles commencent à aller dans les poumons. Donc c'est pour ça qu'au début, il n'y a pas si longtemps, on ne régule que les particules PM10, PM2.5. Mais avec les études faites au cours des 10 dernières années, on s'est aperçu que finalement, les PM1 commencent à rentrer dans les alvéoles des poumons, et une fois qu'elles y sont, elles ne sortent plus. Donc ça, c'est les PM1 qui ne sont pas du tout régulés. Et alors les PM01, c'est encore pire, ils arrivent à aller passer dans le sang et affecter tout le corps. Et alors pour l'instant, même si au niveau européen, on commence à se dire qu'il faudrait peut-être réguler les plus fines, mais pour l'instant, seuls les PM10 et 2.5 sont régulés. Pour le reste, il n'y a aucune régulation pour l'instant parce qu'il n'y a pas encore si longtemps, on ne savait pas trop mesurer toutes ces particules. Alors, je vous ai parlé de la végétation, c'est important parce que si on regarde, même si la photo n'est pas top, si on regarde une feuille par exemple, donc ça c'est des feuilles de soja, ça c'est en air propre, etc. Dès qu'on rajoute de l'ozone, la feuille, pouf, elle se flétrit complètement, il n'y a plus. Si on regarde par exemple le rendement du blé, en fonction de la quantité d'ozone, on voit vraiment aussi qu'il y a une perte sérieuse du rendement de blé qui est due à la pollution. Donc ça peut être important, vu la population qui croît toujours encore au niveau de la planète, il faut nourrir tout le monde. Donc une des raisons aussi pour laquelle il faut limiter la pollution, c'est pour augmenter les rendements, pour éviter de les baisser. Et ça, c'est une autre figure qui montre, en fonction de la concentration d'ozone qui est ici, excusez-moi, la réduction ici des plantations. Donc si on prend par exemple du sorghum, je ne sais plus comment on dit, c'est très peu affecté par la pollution. Mais si on prend du coton ou des cacahuètes ou du soja, on voit que dès qu'on commence à avoir des concentrations qui ne sont pas absolument affreuses, ça arrive, des pollutions comme ça, on arrive à perdre 40-50% de la récolte. Donc c'est quand même très important de réduire la pollution rien que pour la nourriture de tout le monde. Alors, les Européens, comme les autres pays d'ailleurs, ont établi des règles pour lutter contre cette pollution. Alors, pour l'instant, au niveau mondial, il n'y a aucun accord entre les pays, donc chacun fait tout ce qu'il veut, fait comme il veut. Mais au niveau européen, on a la chance d'avoir de l'Europe qui, quand même, a essayé de réguler tout ça. C'est compliqué, vous voyez, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails, mais c'est vraiment compliqué. Quel est le maximum sur un jour, 8 heures, une année, etc. Donc j'ai essayé de un peu résumer tout ça, et on voit qu'en gros, c'est des concentrations, alors maximum sur 18 heures, sur 3 heures consécutives, sur 24 heures, sur 3 heures consécutives. Pourquoi c'est si compliqué? C'est parce que les études épidémiologiques, donc on travaille aussi avec des gens qui font ça, ont vu ont essayé de regarder avec tous les malades qui traitent quelles seraient les limites optimales. Donc, alors, ne retenez pas tout ça, c'est compliqué, mais ça existe. Et vraiment, toutes les politiques de gestion de la qualité de l'air se basent là-dessus. Et on voit, par exemple, donc ça c'est sur toute la France, le nombre de villes, ça c'est sur les villes, alors je ne sais plus combien il y en a dans le domaine, mais qui en oxyde d'azote ici, en ozone en orange, en PM10 et en PM2.5, le nombre de jours où les normes ont été dépassées. On voit quand même qu'il y a une grosse amélioration, si on regarde toutes les espèces pratiquement. On voit qu'avant, dans les années 2000, etc., en ozone, c'était 2 mois par an pratiquement. Bon, maintenant, on voit que ça s'est amélioré, sauf sur l'ozone. Sur l'ozone, on est toujours dans les 20-30 jours par an de dépassement. C'est quand même 1 mois par an, c'est quand même pas rien. Sur toutes les autres espèces, il semblerait, alors, une fois encore, il n'y a que PM10 et PM2.5 qui sont régulés dans le monde entier. Donc, ça, sur les normes, ça a baissé. Donc, c'est déjà un bon point, mais il y a encore des efforts à faire. Et alors, l'Organisation mondiale de la santé, qui regarde à ce moment-là à tous les niveaux de tous les pays, s'est dit que finalement les normes, comme la plupart des pays ont, sont trop
sont pas assez strictes. Alors, ils ont sorti en 2005 des nouvelles valeurs recommandées qui doivent normalement être respectées en 2030, sachant que c'est toujours des conseils. L'Organisation mondiale de la santé n'a aucun moyen d'agir sur les activités des pays, mais recommande ces valeurs. Et on voit par exemple pour les particules 2,5, c'est passé de 10 à 5, donc la moitié, sur 24 heures de 25 à 15, etc. Donc, ils ont émis des valeurs qui sont beaucoup plus strictes. Par exemple, sur les oxydes d'azote, c'est 40, c'est facteur 4 de moins, etc. Alors, on s'est dit, OK, nous, on a commencé à regarder ça, on s'est dit, OK, c'est bien, mais est-ce que déjà, c'est faisable? Alors, si on prend ici la nouvelle, j'ai mis en bleu ici, en ligne bleue, la nouvelle norme de l'OMS, ça, c'est plusieurs villes, enfin, des grandes villes, en général des capitales européennes. Paris, c'est la grande flèche bleue. Et si on appliquait maintenant les nouvelles normes européennes, ben on voit que toutes les grandes villes d'Europe sont en dehors des normes. Paris, par exemple, pour tout ce qui est oxydes d'azote, est largement au-dessus, etc. Donc, beaucoup de villes respectaient les normes d'avant, mais maintenant, c'est pour 2030, c'est dans 5 ans. Il va falloir faire un gros effort pour passer, par exemple, si on regarde Bulgarie, ils sont à 24, il faut passer à 5. Ça ne va pas être si simple. Et alors, on regarde aussi le pourcentage d'exposition des populations des pays européens en 2024. Donc, avec les standards actuels, ben, on dit, par exemple, bon, ça c'est... Oui, c'est tous les pays européens. Ben, moins de 1% sont affectés, si on regarde les standards actuels. L'ozone, bon, 20%, etc. Si on prend les normes de 2030 qui sont beaucoup plus liées vraiment aux maladies, ben, on voit qu'on passe, 96% des gens pour les particules vont être au-dessus, 97% des pays vont être au-dessus des normes. Alors, il y a un gros problème. Bon, ça, c'est par exemple, ça c'est des composés organiques volatiles. On passe de 13 à 65. Et pour l'ozone, ben, on voit que tous les pays vont être au-dessus des normes recommandées. Ça pose quand même un gros problème. Et si on regarde, par exemple, en France, on voit déjà les régions qui vont devoir faire vraiment gros efforts. Est-ce que c'est faisable? Ça, c'est une bonne question. Mais bon, c'est les normes qui sont recommandées. Alors, maintenant, je vais vous parler des sources de feu, des sources de pollution, parce que c'est facile de dire, bon, maintenant, il faut réguler, mais qu'est-ce qu'on doit réguler? Parce que c'est bien gentil de dire, bon, il faudra diminuer tout ça, mais quelles sont les sources de pollution? Et c'est ça qui est important, parce que le seul moyen de lutter contre la pollution, aussi bien que sur le changement climatique d'ailleurs, c'est sur les émissions décomposées. Pour lutter sur les émissions décomposées, ben, faut les connaître, les émissions. Et ça, c'est un peu ce qu'on fait dans notre laboratoire, c'est dire, OK, mais comment on évalue toutes ces émissions? Parce que c'est facile, on les mesure, mais c'est pas simple du tout. Alors, je vais vous parler en gros, en premier, des sources anthropiques et un tout petit peu des feux et les émissions naturelles. Donc, voilà, quelles sont à peu près toutes les sources? Donc, il y a plusieurs types d'émissions, donc on appellera anthropiques ou anthropogéniques en anglais, toutes les sources qui résultent de l'intervention de l'homme. Tout ce qui est naturel, c'est végétation et volcans, en gros. Et ce qu'on appelle, tout ce qu'on dit les feux, les sols, c'est à la fois anthropique et naturel, parce que les feux, je vous montrerai, il n'y a plus beaucoup... Chez nous, il y a pratiquement très peu de feux qui sont naturels. Les sols, tous les sols, en Europe en tout cas, il n'y a plus de sols naturels, il n'y en a pratiquement plus. Et donc, c'est à la fois anthropique et naturel. Donc, si on regarde, par exemple, les espèces dont je vous ai parlé, si on regarde les oxydes d'azote, par exemple, on voit que tout ce qui est en gris, c'est anthropique, le reste, c'est les feux et les sources naturelles. Si on voit le CO, c'est à peu près moitié-moitié. Carbone suie, c'est pratiquement tout des feux ou de l'anthropique. Et si on regarde les composés organiques volatiles, alors on voit, ce qui est intéressant, c'est que pratiquement tout, c'est naturel. Et il y a une toute petite partie anthropique, mais en réalité, c'est la toute petite partie anthropique qu'il faut aussi regarder, parce que c'est très important, je vous ai dit, pour la formation d'ozone. Donc vous voyez déjà, ça complexifie, parce que les sources naturelles, comment on gère? Quand c'est les sources les plus importantes, comment on va gérer le fait qu'il faut les diminuer? C'est des choses qu'il faut prendre en compte. Alors, juste la seule équation que j'ai dans ma présentation, comment on calcule des émissions? Ça paraît très simple. On calcule ce qu'on appelle une activité. Activité, c'est, par exemple, on prend une centrale électrique, la quantité de fuel brûlé, ce qui peut être du charbon, en général, on n'espère pas trop, mais du pétrole, de tout ce qu'on veut, de la biomasse, etc. La quantité d'essence utilisée dans une ville, la quantité de peinture utilisée dans une région, c'est ce qu'on appelle l'activité. Après, on a le facteur d'émission, c'est le kilo de composé, enfin, n'importe quelle unité de masse, émise par masse de fuel brûlé ou masse d'essence utilisée, etc. Et après, on a quelques facteurs supplémentaires,
Ça, c'est un peu les détails, mais qui ont leur importance, sur comment on prend en compte les politiques de réduction d'émissions. Est-ce que les pays utilisent des pots catalytiques? Est-ce qu'il y a des filtres dans les centrales électriques, etc. Alors, juste une information sur les émissions, parce que vous verrez dans toutes les publications, les journaux et tout, ils parlent de différentes unités. Alors, nous, on utilise en général le téragramme, qui est 10 puissance 12, donc 1 et 12 zéros de grammes, mais qui est aussi 1 milliard de kilos, 1 million de tonnes, etc. Donc, vous verrez sur les figures, il y a des téragrammes, mais enfin bon. Quand on compare, c'est beaucoup, quoi. Voilà, c'est des millions de tonnes. Et alors, hop, voilà. Et alors, comment, je vais surtout vous parler parce que des facteurs d'émission, parce que finalement, les activités, c'est des statistiques. Donc, en général, on prend les données qui sont récoltées par tous les pays. Chaque pays doit fournir à IEA, comment ça dit en français, l'Agence internationale de l'énergie. Donc chaque pays est obligé normalement de donner toutes ces données-là à l'Agence de l'énergie, qui est très sympa parce qu'elle nous fait tout payer, une fortune pour avoir ces données-là. C'est très bizarre, mais c'est le système actuel. Mais enfin bon, ces données-là, c'est des statistiques, c'est relativement fiable. Ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est les facteurs d'émission. Donc là, j'ai mis plusieurs figures. D'ailleurs, il y a des collègues, certains de mes collègues qui sont dessus, pour mesurer les facteurs d'émission. Comment on fait? Eh bien, on va sur le terrain. On mesure, on a des systèmes de mesure, on met des trucs sur les camions, sur les bus, etc. On va dans les zones de feu, il ne faut pas avoir peur parce que c'est hyper chaud et dangereux. On a des systèmes de mesure, des grandes cannes à pêche et tout. Et on mesure tout ça avec tous les moyens du bord. Par exemple, ces collègues-là qui sont en Afrique, ça c'est à Abidjan, ils ont donné, enfin tous les étudiants qui avaient un vélo, on leur a mis des capteurs sur leur vélo. Et pendant plusieurs jours, ils ont sillonné toute la ville pour faire des mesures, etc. Donc, on récolte tous ces facteurs d'émission. Et alors, est-ce qu'ils sont fiables? Ça, c'est une bonne question. Alors, quand vous achetez une voiture, donc ça, c'est en France, vous avez ça, la quantité de grammes par kilomètre. Ça, c'est un facteur d'émission. Est-ce que ça veut dire quelque chose de correct? Alors ça, c'est les constructeurs de voitures. Eux, ils font ça dans leur laboratoire. Ils ont un banc, ils font tourner les roues et ils mesurent ça. OK, mais est-ce que c'est vraiment réaliste? Alors, on a des collègues, ce qu'ils ont fait, ils ont pris les mesures donc, officielles données par les constructeurs et ils ont fait rouler les voitures et ils ont mis derrière plusieurs systèmes de mesures différents, etc. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? C'est que dans les années 2000, bon, ce que était donné par les constructeurs et la réalité, c'était à peu près 10% d'écart, ça va encore, mais plus ça va, plus c'est différent. On arrive pratiquement à 50% d'écart, maintenant. Et alors ça, c'était une étude qui est publiée, je ne sais plus, en 2017, c'est de pire en pire. Parce que si vous avez, en France, comme ça, je crois, enfin, je ne connais pas bien le marché automobile français, mais il y a des pénalités si vous avez des voitures trop polluantes. Du coup, le constructeur, il va essayer d'avoir une voiture moins polluante. Et en réalité, dans les faits, ce n'est pas du tout ça. Donc nous, quand on calcule les émissions, on prend les valeurs officielles, et finalement, on voit qu'on se trompe complètement. Donc ça fait partie d'une énorme incertitude. On le connaît, donc il y a de plus en plus d'essais de mesures dans des tunnels, dans des routes, il y a des routes équipées, etc., pour essayer de comprendre. Mais ce n'est pas si simple. Même si on arrive à mesurer, tout dépend aussi du conducteur. Parce que si on prend, par exemple, un conducteur pépère de mon genre, quoi, qui vraiment conduit comme une mémère, comme on dit, j'ai un facteur d'émission tranquille, etc. Si on prend le conducteur moyen dans les rues de Toulouse, alors lui, il pense que la route est à lui, il conduit comme un fou, il accélère, il décélère tout le temps, et bien on voit que les différences des facteurs d'émission, elles sont énormes. Entre un conducteur pépère et un conducteur agressif, c'est énorme. Donc, comment fait-on, nous, pour calculer vraiment ces émissions? Ce n'est pas facile. Donc, on ne peut pas se dire, bon, dans telle région, ils sont un peu agressifs, dans d'autres régions, ils sont plus relax et tout. On doit prendre des valeurs moyennes. Alors, évidemment, qui dit valeurs moyennes, si on prend ces valeurs-là, par exemple, celle de droite en bas à droite, il y a un facteur 2. Bon, on prend au milieu. Donc, vous voyez déjà que les incertitudes sur les émissions sont énormes. Et c'est dû à tout ça, quoi. Donc, j'ai pris l'exemple de la conduite, mais pour toutes les activités humaines, c'est la même chose. Alors, ça, c'est le rapport du CITEPA. Le CITEPA, c'est une agence en France qui est vraiment l'agence de référence pour les émissions et qui vous montre à peu près en France, là, c'est vraiment sur la France, quelles sont les émissions principales. Donc on voit ici pour le transport, c'est surtout des oxydes d'azote. Pour le résidentiel, donc le chauffage, etc., c'est des particules fines
en général. Donc ça, entre parenthèses, chauffage au bois, juste une remarque en passant, c'est que, moi je ne sais plus, dans les années 90-2000, on a dit à beaucoup de gens, en particulier dans les villes, équipez-vous en chauffage à bois, c'est super, c'est écolo, etc. Le problème qu'on voit maintenant, c'est hyper polluant, le chauffage à bois en réalité. Ça fait énormément de particules et énormément de particules fines, et donc c'est pas du tout écolo, absolument pas. Mais maintenant que les gens sont équipés comme ça, c'est difficile de leur dire vous avez voulu faire plutôt écolo et vous ne l'êtes pas du tout. Donc faire attention, il y a des chauffages qui sont tout à fait bons. Beaucoup qui ont été vendus n'étaient absolument pas du tout propres au niveau des émissions. Alors si on regarde l'agriculture, bon, c'est principalement de l'ammoniac et on a aussi des composés organiques volatiles. Et si on regarde le dernier, c'est les industries, bon, ça met un peu de tout, quoi. Beaucoup de dioxyde de soufre, et ça je reviendrai sur le soufre. Alors finalement, si on met tout ça ensemble, donc ça c'est des travaux que je fais avec, en collaboration dans le programme Copernicus, dont on a parlé, donc c'est le grand programme d'observation de la Terre en Europe, et donc c'est des travaux qui sont faits en collaboration avec le Max Planck, l'Institut Max Planck de météorologie à Hambourg, et on fait des cartes de ce genre-là, donc ça c'est tout à fait public, et on voit par exemple, ça c'est les émissions de dioxyde de soufre en 2025, à l'échelle globale, donc on voit bien les bateaux, on voit tous les centres industriels, etc. Et on a des cartes comme ça depuis les années 2000. Et à partir de là, on peut essayer de trouver quelles sont, suivant les régions, les émissions principales. Donc ça c'est toujours le dioxyde de soufre. On voit donc au niveau mondial, c'est l'industrie et l'énergie qui sont les premières sources. Et on voit finalement, que ce soit en Europe ou en France, ça ne change pas énormément. C'est à peu près toujours la même chose. Et si on regarde les oxydes d'azote, cette fois-ci, on voit déjà que tout ce qui est océan, c'est beaucoup plus élevé. Donc les bateaux émettent énormément d'oxyde d'azote. Donc ça c'est aussi une carte, donc les oxydes d'azote en 2025, et j'ai fait un zoom sur l'Europe, mais on voit aussi donc les bateaux gigantesques, émissions, mais on voit aussi que les routes, on voit bien tous les détails des routes, donc ça c'est des émissions, on a tous les détails à 10 km, par 10 km, mais on voit vraiment tous les centres industriels, etc. Donc avec ces genres de cartes, on peut vraiment regarder d'où viennent les émissions, etc. Et on voit, par exemple, ce qui est un peu différent, si on regarde par exemple la France, l'Europe et mondiale, on voit le transport à l'échelle mondiale est moins fort peut-être que, le plus fort c'est énergie et industrie. On voit qu'en France, pratiquement tous les oxydes d'azote, pas tous, mais beaucoup des oxydes d'azote viennent du transport. Les composés organiques volatiles, alors on les met tous ensemble, parce que c'est plus facile, parce qu'il y en a des centaines, mais ce n'est pas si simple, parce que chacun est différent. Mais on voit en gros, et spécialement en France, qu'est-ce que la première source, c'est les solvants. Les solvants, c'est quoi? C'est tout ce qu'ils sont, finalement. C'est les peintures, c'est les cols, c'est tout, quoi. Et donc, en France, c'est très, très fort, moins fort à l'échelle mondiale, mais c'est très fort au niveau des solvants. Je vais revenir un tout petit peu dessus. Et ceci, c'est les particules, donc les petites particules, les PM2.5. Et on voit finalement, au niveau français, mondial et tout, la grande majorité résidentielle. Donc, ça peut être le chauffage ou la cuisine. Et puis, un peu les industries, l'énergie, le transport, etc. Et finalement, j'ai aussi le méthane, ne pas oublier le méthane, qui est aussi, comme je vous l'ai dit, non seulement un gaz à effet de serre, mais aussi un polluant. Et on voit, ici, c'est surtout l'agriculture, donc vous avez peut-être tous entendu parler, les vaches, c'est l'élevage bovin. Alors, évidemment, ce n'est pas si simple non plus, c'est que l'élevage bovin en prairie, etc., qui sont dehors, c'est plutôt bénéfique pour l'environnement. L'élevage intensif, c'est autre chose. Donc c'est pour ça, mais enfin, ça vous montre que l'agriculture, c'est extrêmement important. On en a déjà parlé hier, un peu des problèmes d'agriculture. Et je voulais vous montrer aussi une chose qui c'est très récent. C'est ce qu'on appelle, alors c'est plus des composés organiques volatiles. En français, je ne sais même pas comment on les appelle. C'est des composés... comment on va l'appeler, chemical product, des produits chimiques volatiles, on peut dire, un truc comme ça. C'est VCP en anglais, je ne sais pas si vraiment il y a un équivalent en français, on peut dire produits chimiques volatiles. Et on s'est aperçu que finalement, les cosmétiques qui sont utilisés dans les maisons, etc., arrivent dans l'atmosphère, donc, et peuvent aussi conduire à énormément de pollution. Donc ça, c'est récent, on voit par exemple pour tout ce qui est composés organiques volatiles, finalement, ces produits, ça, c'est des mesures qui ont été faites à New York et en Californie. Bien, on voit que c'est très, très important. Donc, il y a de plus en plus d'études qui sont faites pour évaluer et identifier ces composés, d'abord, et calculer leurs émissions. Donc, ça, c'est un peu des recherches du futur.
Et alors maintenant, pour parler des bateaux, parce que je vous ai montré les cartes des bateaux, donc je travaille pas mal dessus, donc je voulais en parler un peu. Donc, on regarde ici les bateaux. Donc, et en particulier, donc, dans les bateaux, il y avait surtout deux sortes. Il y a tous les cargos qui apportent le matériel, un peu, des échanges, etc. Et il y a aussi tous ces bateaux de croisière. Ça, c'est une étude qui a été faite sur les bateaux de croisière. Et on voit par exemple Barcelone, qui est un des ports les plus touchés par la pollution des bateaux de croisière. Donc, il y a à peu près par an 105 bateaux. Et on voit qu'ils émettent autant de soufre que 530 000 voitures. Et les 105 bateaux. Donc ça fait quand même beaucoup. Ça, c'est le port de Rome. On voit que la différence est gigantesque et tout ça. Marseille, 15 bateaux de croisière. C'est 2 fois plus de pollution au soufre que toutes les voitures de la ville, etc. Donc, on a commencé à se dire, bon, c'est des valeurs de 2023. Vous avez peut-être vu dans la presse que les bateaux de croisière sont de plus en plus grands. Donc, ils vont polluer de plus en plus. Donc, il y a des endroits comme Venise et tout ça, ils commencent à se dire, il faudrait peut-être les interdire. Mais c'est tout un problème économique, etc. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé quand même? On a quand même une agence qui s'appelle l'Agence maritime internationale, donc OMI en français, IMO en anglais, qui a commencé à se dire, sous la pression d'ailleurs des pays baltes, parce que la mer Baltique commençait à être vraiment une soupe de pollution pas possible, on commençait à se dire, il faut vraiment limiter les émissions. Alors, les bateaux, c'est principalement des oxydes d'azote et du soufre, du SO2, et ils ont commencé à mettre en place des normes. Donc là, il y a plusieurs différences. Alors le CK, donc c'est les premières zones qui ont été faites, c'est la mer Baltique, et le nord de la mer du Nord, donc la mer du Nord qui touche les pays scandinaves. Et donc, ils ont commencé à mettre des normes, et là, c'est le contenu en soufre dans le fuel qui est utilisé dans les bateaux, parce que ce fuel des bateaux, d'ailleurs, on peut se demander pourquoi ils polluent autant, ces bateaux. Parce que c'est des moteurs qui ont été faits pour utiliser tous les résidus des raffineries, du fioul très lourd. Personne ne pouvait, on ne va pas mettre dans votre voiture un machin hyper visqueux dont on ne sait pas quoi faire. Donc ils ont développé tous ces moteurs qui utilisent ce fioul très lourd, c'est une façon de le recycler. Mais évidemment, à l'époque, quand ça a été fait, les premiers cargos, tout ça, personne ne s'occupait vraiment de pollution. Et donc finalement, on s'est retrouvé avec des contenus de soufre énormes. Donc, maintenant, la façon de limiter la pollution des bateaux, c'est de limiter en particulier le contenu en soufre. Le contenu en oxyde d'azote commence à peine à être régulé, ça va venir, mais pour l'instant, c'est le contenu en soufre. Mais on voit que c'est draconien. Par exemple, si on regarde à l'échelle globale, on voit c'était 4,5 ou je ne sais pas quoi il n'y a pas très longtemps, ça doit passer à 0,5 en 2020. Alors quand je dis, alors ce qu'on peut se dire, ouais, mais enfin bon, c'est uniquement, ça va être accepté uniquement par les pays qui ont signé tout ça, c'est-à-dire en gros l'Amérique du Nord et l'Europe, quelques pays d'Asie, mais qui n'étaient pas tellement d'accord au départ. Mais de toute façon, les bateaux, ils vont quelque part. Donc, pendant longtemps, par exemple, quand les Scandinaves ont mis en place les régulations, là, celles qui sont en bleu, eh ben, aucun bateau qui ne respectait pas ces normes était autorisé dans les ports de la Baltique. Donc, finalement, qu'on veuille ou pas, tous les bateaux doivent s'y mettre. Alors, si on regarde cette carte ici, donc ça, bon, c'est un peu compliqué, mais on voit les zones, là, tout ça, c'est les zones qui commencent à se dire qu'il va falloir faire quelque chose. Alors, la Méditerranée, ça a été très long. Ils ont tout fait tous les grandes compagnies de bateaux méditerranéens ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour ne pas être dedans, dans la zone, mais là, maintenant, ils n'ont plus le choix. Donc, en 2025, ça doit être absolument mis en place. Donc, tous les ferries, les machins comme ça, vont devoir se mettre à ce genre de choses. Alors, tout n'est pas rose là-dedans, parce qu'il y a aussi beaucoup de bateaux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris deux moteurs, le très sale pour aller dans les mers loin de tout, donc les eaux internationales pas régulées. Et dès qu'ils arrivent au port, ils passent au moteur propre, et tout ça. Donc tout n'est pas rose, mais quand même, on voit qu'il y a une volonté de limiter toutes ces émissions, parce que je vous ai montré les cartes, c'est absolument énorme. Alors, je vais parler simplement, j'ai deux slides sur quelque chose d'un peu polémique. C'est sur les zones à faible émission, les ZFE. Je ne suis pas une grande spécialiste, je dois dire, mais simplement pour vous expliquer un peu ce qui se passe. Donc d'abord, on a mis des critères, alors c'est assez rigolo. Quand je compare en Allemagne, où j'habite assez souvent, et la France, ils n'auraient vraiment pas pu se mettre d'accord. En France, c'est sale quand c'est 1, c'est propre, et 5, c'est sale. En Allemagne, 4, c'est très propre, et 2, c'est sale. Donc déjà, ça commence bien. Mais enfin bon, il n'y a pas de normes européennes, ce qui est complètement stupide, mais c'est comme ça. Et donc ça, c'est les zones en vert, c'est les zones où, alors, c'est discuté, c'est mis en place, enfin, etc. C'est toutes les zones où on en a parlé. Mais en France, vous avez peut-être suivi un peu les nouvelles, mais enfin bon,
l'Assemblée nationale a voté la suppression des ZFE, donc quel est leur avenir? Parce qu'il n'y a pas que l'Assemblée nationale, il y a le Sénat, enfin tout ça. Je ne connais pas tous les détails, mais enfin bon, l'Assemblée nationale a voté la suppression. Pour quelle raison? Ce n'est pas si simple en réalité, parce qu'on dit on veut protéger la santé des gens, on va empêcher toutes les voitures polluantes de venir en ville. Ouais, d'accord, mais le problème c'est qui a des voitures, qui a le moyen de s'acheter des voitures neuves? En général, c'est les citadins qui ont un meilleur niveau de vie que les gens des banlieues, des campagnes, etc. Et donc finalement, ces règlements pourraient conduire à une ségrégation territoriale et sociale en pénalisant les personnes les plus modestes à qui on va interdire l'accès aux grandes agglomérations parce qu'ils ont des vieilles voitures. Donc c'est un problème pas simple du tout, très difficile au niveau de l'acceptation sociale, mais enfin on en est là. Je ne prends pas du tout parti, sachant d'ailleurs que je n'ai pas de voiture, donc comme ça, je ne me pose pas la question, mais quand même, c'est un gros problème. Ça prouve aussi que la lutte contre la pollution n'est pas du tout simple. Il y a tout un tas de problèmes qui sont liés à la mise en place des normes. Donc, quelques mots juste pour les émissions naturelles, parce que quand on considère tout ensemble, quand on fait des modèles, comme on a parlé hier et tout ça, climat, chimie et tout, il faut tout prendre en compte, en particulier les émissions naturelles. Donc, il y en a beaucoup. Il y a la végétation, les sols, les océans, les volcans. Quand vous allez dans une forêt, vous dites ça sent bon, ça sent bon, c'est des hydrocarbures. Donc un mélange d'hydrocarbures, ça peut sentir très bon, c'est très bien. Mais il y en a beaucoup. Les océans, ça conduit à la formation de sels marins, etc. Donc il y a beaucoup de choses. Donc ça, c'est des composés, j'ai mis, alors avec des noms. Ceux-là, ils ont encore des noms à peu près normaux, disons. Et après, il y en a des dizaines et des dizaines, etc. Et alors, on mesure ça, on met dans des forêts, dans des prairies et tout ça, on met beaucoup d'instruments de mesure pour mesurer tout ce qui sort des plantes, de l'herbe, des arbres, etc. Donc ça, on a beaucoup de collègues qui font ça. Et alors, à partir de là, on peut arriver à comprendre comment la végétation, les émissions par la végétation, les émissions par les activités humaines, plus le soleil, etc., peuvent conduire à la formation d'ozone et d'autres gaz. Donc ça, c'est des domaines de recherche, beaucoup de collègues travaillent là-dessus. Donc c'est pour juste vous montrer qu'on n'oublie absolument pas tout ce qui est naturel. Et alors maintenant, il y a le problème des feux. Alors les feux, est-ce qu'ils sont naturels ou pas? Je reviendrai dessus. Mais c'est une contribution de plus en plus élevée partout dans le monde. Là, c'est des feux en Grèce, donc c'est des images par satellite. C'est en 2023, on voit vraiment tous les feux qui sont partout sur la Méditerranée. Au Québec, en 2023, il y a eu des grands feux. New York, c'est quand même pas au Québec. New York, le ciel était rouge et c'était pratiquement irrespirable. Et alors, à quoi sont dus les feux? Ah, ça c'est une bonne question. Alors, il y a plusieurs études publiées, j'en ai mis 2 ici. Une sur l'État du Washington, donc c'est pas loin du Canada. Et on voit à peu près sur 30 000 feux qui ont été répertoriés, donc ça c'était je ne sais plus quelle année, on voit les éclairs seulement 8 000. On dit, ah bon, tout le reste, c'est... Alors, les lignes électriques, bon, c'est pas beaucoup, etc., cigarettes, mais on voit finalement divers débris mal contrôlés, les feux de camp mal éteints et criminels. Ou en Australie, qui est un pays qui a énormément de problèmes avec ses feux, on voit que tout ce qui est naturel, c'est pas grand-chose. Là, c'est 6% de feux naturels. Donc, et en Europe, donc ça, c'est différents pays d'Europe, c'est une moyenne sur plusieurs années. On voit pratiquement tout ce qui est noir, c'est délibéré. Donc, c'est les pyromanes, voilà. Après, les gris foncés, c'est la négligence. C'est celui qui met sa cigarette comme ça par la fenêtre de la voiture. Celui qui laisse aussi des bouteilles d'eau, comme ça dans la forêt. Il y a du soleil, il y a du verre, ça fait une loupe et ça met un feu, etc. Et naturel, on voit que ce n'est pas énorme. La France, elle est ici. On voit en France, peut-être 10%, 15% des feux sont naturels. Tout le reste, c'est des feux qui ne sont pas du tout naturels. Et on voit, il y a même des pays comme la Croatie, c'est 100% de feux qui n'ont rien de naturel. Donc, ça veut dire aussi qu'on a ces problèmes de feu, mais ils ne sont pas du tout naturels. Donc, c'est pour ça qu'on dit les feux, 90% à la surface de la planète, 90% des feux sont d'origine humaine. Donc, c'est pour ça qu'on dit, au départ, c'était naturel, mais ça ne l'est plus du tout. Donc ça, c'est simplement, je vais passer un peu, c'est pour montrer que les feux ont exactement la même contribution que les émissions
des hommes sur la pollution. Donc, ça émet exactement le même genre de composés. Donc, CO2 aussi, donc on a parlé hier pour le climat, mais des composés organiques, du CO, des particules, etc. C'est exactement la même chose. Et donc, ce qu'on regarde aussi, c'est comment fournir l'information aux gens. Donc, il y a 2 systèmes dans ce programme Copernicus. Donc, il y a CAMS qui est c'est pour l'échelle globale. Il y a EFIS qui est pour l'échelle régionale. Et ce qu'on regarde par exemple, donc ça c'est des cartes fournies par CAMS, donc vous pouvez aller voir ces cartes-là tous les jours sur le web, j'ai mis le site ici, atmosphère.copernicus.e, et donc ça c'est une carte de l'impact des feux canadiens, donc ça c'était au mois de mai, ça a brûlé énormément sur le Canada ici, et hop, avec le transport, les masses d'air, etc., ça a touché l'Europe assez rapidement, et donc tous les jours vous pouvez regarder ces cartes-là, donc c'est sur lequel on travaille dans ce projet Copernicus, entre autres. Donc, il n'y a pas seulement la pollution humaine, enfin, ces feux-là, par contre, ceux-là, est-ce qu'ils étaient de la négligence ou des éclairs? On ne sait pas trop, parce qu'il faut voir aussi une chose, c'est que quand vous regardez, on avait fait une statistique là-dessus sur les feux, surtout en Sibérie, on voyait qu'ils étaient tous le long des routes. Et en réalité, c'est parce que quand on s'arrête avec sa voiture, quand il fait très sec, la chaleur du pot d'échappement est suffisante pour démarrer un feu. Donc ça, c'est pas génial non plus. Donc ça, c'est le système européen qui s'appelle EFIS. Donc, bon, simplement, je vous ai mis le site ici. On peut regarder les risques de feu. Je vais passer parce que je suis un peu en retard. Et on regarde ici, donc, c'est sur la partie donc, de 1976 à 2022. Bon, on voit que les feux, évidemment, dépendent énormément de la sécheresse locale, de l'année, etc. On voit 2022, par exemple, était une grande année de feu en France. Les autres, ça dépend vraiment des années. Donc, c'est très, très variable. Et donc, il faut voir après ça. Et alors, une chose qu'il faut voir aussi, c'est une des liaisons entre le changement climatique et la pollution, c'est que la saison des feux démarre de plus en plus tôt en Europe. Et on voit ici, par exemple, la moyenne 2008-2020, c'est ici en jaune. Et en 2022, on voit que les feux ont démarré beaucoup, beaucoup plus tôt. Donc ça, c'est une chose à prendre en compte aussi quand on fait des politiques de gestion de la pollution. Et ça, c'est une carte que j'ai prise. Alors sur ce EFIS, là, on peut voir, par exemple, ah non, ça c'est un autre site, c'est Windy, mais ça revient au même. C'est le danger des feux en France. Là, c'était le 26 juin, donc hier. Et on voit que, bon, bah, vous le savez, vous avez bien vu, hein, c'est sec ici, donc les dangers de feu, ils sont énormes dans cette région. Donc, quelques mots sur le calcul des concentrations, mais on vous en a parlé hier des modèles. Donc, on a exactement les mêmes modèles que les modèles des climatologues. On calcule les concentrations, etc. Et ce que je voulais vous montrer... Alors, ah oui, ça c'est pour montrer que rien n'est simple dans tout ça. Parce que qu'est-ce qu'on doit faire aussi quand on met tout ça dans un modèle? On se dit, ah oui, mais on ne connaît pas toutes ces espèces. Est-ce qu'on doit utiliser ce schéma-là de décomposition d'une espèce ou celui-là? Ben voilà à quoi on passe aussi notre temps. On teste toutes ces choses-là pour lesquelles on n'a pas toujours des mesures. Et donc, ça montre aussi que c'est très interdisciplinaire parce qu'il y a des matheux, il y a des chimistes, il y a des physiciens, il y a de tout. Donc, c'est vraiment une coopération entre différentes communautés pour arriver à faire tout ça. Et donc, alors ça, on montre, bon, moi j'ai une tendance à dire que la modélisation, c'est un peu comme de la cuisine, quoi. On met un peu tout ensemble, on a tout un tas de données, donc les émissions, on a tous ces modèles mathématiques et on a des résultats et on communique aux gens les résultats de nos modèles. Donc, c'est ça un peu notre travail. Et puis, alors ça, je vais vous parler de ça, et alors je vais finir un peu là-dessus. C'est que quand on regarde toutes ces équations, etc., rien n'est linéaire, c'est-à-dire c'est pas parce qu'on diminue quelque chose, un facteur 2, que la pollution va diminuer. C'est bien plus compliqué que ça. Par exemple, si on regarde l'exemple de l'ozone, très schématiquement, hein, la concentration d'oxyde d'azote est là, ça c'est la production d'ozone. Zone non polluée à gauche, zone polluée à droite. On est ici, mettons, dans les zones polluées. Ben, on se dit, tiens, on va diminuer la concentration d'oxyde d'azote, ça paraît logique, pour limiter la pollution. Mais qu'est-ce qui va se passer? Pof, l'ozone va augmenter. Donc, c'est pour ça que rien n'est simple. Si on diminue, on va diminuer, ce qu'on pense être la pollution, ben on va augmenter la concentration d'autres espèces. Donc, ça veut dire que ça montre bien que tout ça, tout est lié, et que quand on veut faire des politiques de réduction de la pollution, il faut vraiment avoir toute une communauté autour qui comprend tous les différents processus. Et ce n'est pas très simple. Donc, on a aussi des gens qui font... je ne vais peut-être pas prendre celui-là, je vais prendre celui-là.
on a aussi des gens avec qui on travaille, donc ça c'est des Hollandais, qui calculent ce qu'on appelle l'origine de la pollution. Donc, ils regardent pour certains d'où vient toute cette pollution, quelles sont les différentes émissions, les pays. Par exemple, ici, c'est sur Marseille, et on voit, c'est tout du mois de mai à maintenant, là, j'ai pris ça il y a 3-4 jours, et on regarde sur tous les jours d'où venait la pollution. Tiens, on voit par exemple, le 31 mai, c'est orange, c'est des bateaux de croisière. Il y a dû y avoir 2-3 bateaux de croisière qui sont arrivés, et on voit que ça a énormément augmenté la pollution dans la ville. Mais on peut aussi calculer, est-ce que c'est les Français qui polluent, les Italiens, est-ce que c'est les Allemands qui envoient leur pollution, les Espagnols, tout ça. Donc tout est lié. Donc avec tous ces modèles et toutes ces connaissances sur les émissions, on arrive à savoir, à faire tout ce travail d'origine. Donc pour finir, François va vous parler de Charmex sur la pollution en Méditerranée. Donc ça, je vais passer par ce qu'il va montrer, mais vous avez le site Atmo Occitanie, j'ai déjà montré, donc ça, j'ai pris ça hier soir ou avant-hier. C'est la pollution actuelle, donc avec tout ce que je vous ai dit, les informations sur les concentrations, sur les émissions, etc., on arrive à calculer la pollution. Bon, hier, c'était dégradé. Bon, c'est pas encore mauvais, etc., mais enfin, ça vous donne à peu près pour chaque région. Vous pouvez aller voir sur le site, c'est très facile à trouver. Et vous avez une idée de ce qui se passe. Et ça, c'est la dernière slide. Donc la situation, par exemple, dans les Pyrénées-Orientales, on voit que le NO2, il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Sur d'autres espèces sévères, ça veut dire que ce n'est pas trop mal. Particules fines, il y a encore des travaux à faire, etc. Donc vous avez vraiment, par agglomération et par département, vous avez tous les détails dans ce site. Et c'est vraiment très, très bien fait. Et vous avez une idée comme ça, comment la pollution à l'échelle régionale affecte les gens. Donc voilà, et je vous remercie de votre attention. Je suis dans les temps, donc voilà. Voilà, merci. Merci beaucoup, Claire, pour cette passionnante présentation. Est-ce que vous avez